Bonjour à tous, c'est l'Instant T, votre rendez-vous quotidien avec l'actu. Alors au programme aujourd'hui, un impressionnant sauvetage de chalutiers au large de l'île d'Ouessant. La commune de Plouhinec qui souhaite changer de nom pour éviter la confusion avec son homonyme morbihanaise. Le point sur les nouveaux habitants de Berrien, vous savez, ceux qui ont acheté ces fameux terrains à 1 € le mètre carré il y a un an. Et puis aujourd'hui, on parle du bien-être au travail à l'heure où les techniques de management changent, où l'on entend parler de burn-out. Faisons le point avec une coach en entreprise, Christelle Staversky. Bonjour. Bonjour. Avec votre société basée à Plouguin, vous intervenez auprès des salariés et des dirigeants des entreprises locales pour évaluer et améliorer ce qui ne va pas. Vous nous expliquez tout cela dans un instant. Et puis aujourd'hui, dans votre rubrique culture, découvrez un film étonnant, l'histoire d'un radio de Marine Marchand. Il sera diffusé ce vendredi 29 avril à Brest, au cinéma Les Studios. C'est la Cinémathèque de Bretagne qui organise la projection et c'est Antoinette Roudotte qui nous en parle. Bonjour Antoinette. Bonjour. Vous travaillez à la Cinémathèque. On vous retrouve en fin d'émission. Tout de suite, on démarre par un point sur l'actualité de ce mercredi 26 avril. Ce mardi soir, un important sauvetage en mer s'est déroulé à 90 km au nord de l'île d'Ouessant. C'est le chalutier Steren Mort, un fileyeur roscovite de 21 mètres qui a été victime d'une voie d'eau et qui a demandé assistance au Cross-Corsen dès 17 h. 3 quarts d'heure plus tard, l'hélicoptère Caïman de la Marine nationale est sur place. Il élitreille les 7 membres d'équipage sains et saufs qui s'étaient réfugiés dans le canot de sauvetage avec leur combinaison de survie. Le bateau, quant à lui, est en cours de remorquage vers le port de Douarnenez. Plouhinec, un même nom porté par 2 communes bretonnes dans le Finistère et le Morbihan. Cet homonyme apporte depuis toujours des confusions en tout genre. Aujourd'hui, l'un des 2 maires souhaite ajouter une terminaison à sa commune. Explication avec Julie Sicot et Karine Chevroyer. Plouhinec, commune du Cap-Sizun, en Sud-Finistère, 4100 habitants, son bord de mer, sa mairie, rue Général de Gaulle. À une centaine de kilomètres de là, Plouhinec, commune du canton de Port-Louis en Sud-Morbihan, 5200 habitants, son bord de mer, et sa mairie, également rue Général de Gaulle. Beaucoup de points communs les rassemblent, trop pour le maire de Plouhinec-Finistère, agacé par les nombreuses confusions. En 3 mois, les services de la mairie ont répertorié une dizaine d'erreurs. Depuis que je suis maire, je constate beaucoup de problèmes au niveau administratif, des dossiers qui s'égarent, des commandes qui arrivent du Finistère dans le Morbihan et l'inverse. Donc il me semble, comme il n'y a pas un mois sans qu'il y ait un problème ou un petit souci, qu'il est grand temps que nous différencions les 2 Plouhinec qui sont si proches pourtant l'un de l'autre. Le maire aimerait donc faire évoluer le nom de sa commune. Plouhinec-sur-Mer, Plouhinec-sur-Goyenne, Plouhinec-Pointe-du-Raz. Les habitants vont être consultés, mais pour certains, c'est déjà tout vu. Oh non, alors là, c'est de la connerie monstre. C'est vrai? Oui. Pourquoi? Parce que c'est bien Plouhinec. Le Plouhinec 56, il est à l'autre bout là-bas. Hein, faut pas s'affoler, non? De changer de nom, non. Le nom est bien comme ça. Hein. Qu'on change de nom, ça serait peut-être plus simple. Ah non. C'est pas question. Il ne faut pas modifier le nom, on est à Plouhinec, on reste à Plouhinec. Plouhinec-sur-Mer, par exemple, ça serait pas bien? Non, Plouhinec tout court, c'est très bien, c'est suffisant. Côté Plouhinec 56, on s'en amuse. Erreur de livraison, de propositions de devis, des repas de famille ratés ou encore des réservations de camping dans une commune au lieu de l'autre. Des situations parfois cocasses, même si le maire est conscient des problématiques soulevées. Je comprends parce qu'il a vécu probablement une situation particulière et qu'il y avait une dimension humaine, et ça je peux le comprendre. Moi personnellement, je ne suis pas dans la démarche de modifier le nom de notre commune. Je crois que moi je vais réfléchir avec mes équipes, on en a parlé au bureau municipal hier soir, et puis j'évoquerai ça avec le maire de Plouhinec-Finistère, et puis peut-être que de la réflexion des uns et des autres, on trouvera peut-être une solution de bon sens. Pour l'heure, la mairie de Plouhinec-Finistère prépare un dossier qui devrait être envoyé à la préfecture puis au ministère. Une procédure très longue en vue qui pourrait s'arrêter net si les habitants, consultés en juin prochain, s'opposent au changement. Et maintenant, retour à Berrien, petite commune au cœur des Monts d'Arrée. Il y a un an, le maire y proposait 10 terrains constructibles à 1 € le mètre carré. Le but, attirer des familles avec enfants pour sauver une classe de l'école communale menacée de fermeture. L'opération avait été beaucoup relayée. Alors, où en sont les familles aujourd'hui? Elvire Simon s'est rendue sur place.
2 minutes tranquillement de l'école. L'école est juste là. À 2 pas de l'école, ce terrain, c'est une aubaine pour Carole Muniz et ses 2 enfants. Cette Colombienne, arrivée en France en 2010 avec sa famille, a répondu à l'initiative de la mairie de Berrien, lancée il y a 1 an. Une opération terrain soldé, 10 lots à 1 € le mètre carré pour attirer les familles avec enfants et préserver la 4e classe de l'école de la commune. Le bilan, un vrai succès pour le maire. Nous avons eu à peu près entre 2500 et 3000 appels téléphoniques. Et là, il y a grosso modo 1500 mails ou courriers. Pour l'instant, il y a 5 nouvelles familles installées sur la commune, avec 9 enfants supplémentaires depuis le mois de septembre donc 2015. Il n'y a qu'une famille qui vient vraiment très proche des environs de Lannion. Les autres viennent de Cavaillon, de Bordeaux, des Landes, de l'Est de la France. En attendant la construction de leur future maison, prévue début août, les nouveaux arrivants s'y voient déjà. Ici, il y a une chambre. Ici, il y a une autre. Ici, il y a une autre et une autre. Ici, il y a la salle de jeu. La famille Muniz s'est établie provisoirement en location dans la commune et s'est faite à ce nouvel environnement. Bon, la tranquillité, la sécurité, le monde est très ouvert, très familial. C'est bien. On était locataires tout le temps, toujours. Toujours, et pour nous, être propriétaire, c'est une grosse chose. Également nouvelle propriétaire, Sophia a passé 15 ans dans le sud de la France. C'est un retour aux sources pour cette native de Landivisiau. Si on parle d'intégration, ce serait une réintégration, puisque je suis constituée d'une partie de cette humidité. Donc on n'oublie pas les temps pluvieux, les journées un peu grises, mais c'est une forme de nostalgie, une mélancolie que j'ai plaisir, moi, à retrouver. L'opération n'est pas encore complètement terminée car suite à des désistements, 2 terrains restent encore vacants. L'Euro 2016 démarre le 10 juin prochain. Si aucun match ne sera joué en Bretagne, le train de l'UEFA fait quand même escale à Brest cette semaine. Une opération promotion avec d'anciens joueurs aujourd'hui reconvertis dans les médias, dont certains viennent du Stade brestois. Rencontre avec Gaëtan Pinel. Le train de la tournée du trophée UEFA Euro 2016 est à la gare de Brest jusqu'à demain pour faire la promotion du championnat d'Europe de football. Une compétition qui se déroulera dans l'Hexagone du 10 juin au 10 juillet prochain. Sur le quai, le ruban symbolisant l'ouverture de la visite du train a notamment été coupé par le maire, François Cuyandre, et Grégory Lorenzi, défenseur du Stade brestois, sous l'œil attentif de Super Victor, la mascotte de l'Euro 2016. Un train avec un invité de marque, Robert Malm, ancien attaquant du Stade brestois 29. Et l'actuel consultant sportif était particulièrement motivé à l'idée de participer à cette étape de la tournée du trophée UEFA Euro 2016. S'il y avait une date à faire, effectivement celle-ci était à faire. Et puis avec Samuel, on s'est un petit peu aussi concerté. Voilà, on a demandé à tous nos responsables savoir s'il était possible de pouvoir faire cette date-là. Et puis ça a été accepté. Donc oui, on est heureux. Mais moi, je suis effectivement tout particulièrement heureux d'être ici aujourd'hui à Brest. Lui qui a principalement évolué en Ligue 2 durant sa carrière, sait ce que représente une telle compétition pour les joueurs. C'est l'événement européen que tous les joueurs européens attendent. À l'issue de la compétition, une équipe soulèvera le fameux trophée Henri Delaunay. S'il ne pourra le faire, Bruno Grougy a tout de même immortalisé le moment. Avagon retrace également l'histoire de la compétition à travers les mascottes des éditions précédentes notamment. Pour l'Euro 2016, David Guetta est le compositeur de l'hymne officiel. Alors, une voiture est réservée à une partie de ses studios d'enregistrement. Enfin, le wagon Bein Sport avec ses diverses animations et notamment son casque immersif. François Cuyandre en a fait l'expérience. Ce qui est très sympa, moi je trouve, Robert, je ne sais pas si tu as la même opinion que moi, c'est de venir à la rencontre du public. Ouais. Alors nous avons la chance de pouvoir le faire sur le terrain quand nous venons le samedi sur les matchs de Ligue 2, très souvent à Francis Leblay d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Mais pour l'Euro 2016, Francis Leblay n'accueillera pas de match. Alors, pour rencontrer Super Victor et vivre un moment de ce championnat d'Europe de football, rendez-vous à la gare de Brest jusqu'à ce jeudi, 18h. 60 jours en solitaire au large de la Pointe du Raz. Le pari de Marc Pointu est réussi et il nous offrira même quelques journées supplémentaires sur son phare. Comme chaque soir, il continue son carnet de bord et aujourd'hui, il continue l'état des lieux avant travaux qu'il avait démarré hier. C'est l'instant TVNEC.
Aujourd'hui, je vous propose le tour extérieur de la maison pour voir que l'absence d'étanchéité du toit crée des fentes dans les murs. À partir donc du rebord du toit, l'eau percole. Au niveau des fenêtres, on voit bien la façade qui est prise par cette fente sur tous les côtés. Là, nous sommes sur la façade est. Vous voyez, ça rejoint le linteau de la fenêtre. Le pignon nord, il en va de même, à gauche et à droite en haut de la fenêtre. Et bien entendu, nous pouvons aussi regarder rapidement l'état de l'appentis du four à pain, qui lui est bien sûr sans toit et donc beaucoup plus avancé. Eh bien, je vous dis à une prochaine visite. Allez, tout de suite, on parle de votre épanouissement au travail avec notre invité du jour. Christelle Stavinsky, vous êtes coach en entreprise. Vous intervenez à la demande des managers pour guider les salariés sur le chemin de l'épanouissement professionnel. Cette profession de coach en entreprise est plutôt récente et plutôt en vogue. Qu'est-ce qui s'est passé dans le monde de l'entreprise pour que l'on ait besoin de coachs comme vous ? Bien, je pense que c'est pas récent déjà. Hein. Le coaching a été ramené en France dans les années 80. Ça reste une profession nouvelle. Ça reste malgré tout une profession nouvelle, mais qui commence déjà à être un petit peu plus ancrée, qui n'est plus une mode, on va dire. Je pense qu'aujourd'hui, les entreprises ont réalisé qu'il fallait mobiliser un peu plus le capital humain et développer les talents et les compétences, et que c'était demain l'humain à la force de l'entreprise. Donc, pour une bonne pérennité, il fallait faire quelque chose. Et les managers aussi. Alors, comment se passent vos interventions ? C'est à la fois collectif ou individuel ? Oui, voilà. Donc, moi, dans ma pratique au quotidien, c'est un tiers collectif, un tiers individuel et un tiers de formation. D'accord. Ouais, donc les interventions, bon, c'est simple. Hein, je rencontre le prescripteur, donc souvent le dirigeant ou DRH, enfin une personne DRH, et ensuite je rencontre la personne à accompagner. Déterminer un peu sa demande, comprendre quels sont ses besoins et sur quoi on va pouvoir travailler, et puis installer une relation de confiance avec la personne, parce que c'est important qu'elle ait aussi confiance en moi, qu'elle se sente à l'aise avec moi pour s'exprimer. D'où l'intérêt, quelquefois, de faire appel à 2-3 coachs et d'en montrer 2 ou 3 à la personne pour qu'elle fasse son choix. Qu'elle se sente à l'aise avec l'un des trois. À quel mal-être vous êtes confronté lorsque vous intervenez ? Qu'est-ce qui revient le plus souvent dans ce qu'on vous dit ? Moi, ça ne va pas au travail parce que... C'est pas des maladies. Non, c'est pas des maladies. C'est des mal-être. Des mal-être, j'ai compris des malades, excusez-moi. Les mal-être, c'est souvent je suis pas reconnue, je suis pas considérée, c'est souvent ça. Et puis on a aussi je suis pas à la hauteur, parce qu'avec la pression qui est mise, beaucoup d'objectifs fixés, avec quelquefois peu de moyens et peu d'outils en face, la personne n'y arrive pas, pédale évidemment, et à un moment elle se dit je suis pas à la hauteur. C'est la pression mise par l'entreprise ? Par l'entreprise, souvent la hiérarchie, ouais. Ou une pression qu'elle peut se mettre aussi elle-même pour faire tout parfaitement. Et quand on est archi perfectible, on va chercher le petit détail et ça va prendre du temps. Est-ce que vous avez des cas proches du burn-out ? Oui. Ouais, vous êtes passé par là, vous ? Moi, je suis passée par là, oui, il y a 6-7 ans maintenant, oui. Et ça peut être bénéfique, un burn-out, puisqu'on voit que vous, ça vous a fait, en tous les cas, changer de voie et devenir coach vous-même en entreprise. Oui, c'est effectivement le burn-out. Alors, pour ceux qui sont en plein dedans et qui m'écoutent, oui, c'est quelque chose d'extrêmement douloureux, de très, très sensible. Mais avec du recul maintenant, je peux le dire, c'est une des plus belles choses qui me soit arrivée, oui. Ça peut permettre de faire une transition. Ça permet de faire une transition, ça permet de s'arrêter, ça oblige à s'arrêter de toute façon, et puis à se dire, bon, qu'est-ce qui va pas, et est-ce que je suis bien dans ce que je fais aujourd'hui ? Est-ce que finalement, c'est vraiment la voie qui est pour moi ? Et on voit des réorientations de carrière à 40, 50 ans qui arrivent suite à des burn-out, justement. En tous les cas, le monde des entreprises est en pleine mutation. Les frontières hiérarchiques tombent dans les entreprises pour laisser plus de parole et d'initiatives aux salariés. Depuis 2005, la biscuiterie Panier Tanguy à Briec a pris le chemin de l'entreprise libérée. Un mode de management encore peu inscrit en France et peu enseigné dans les écoles de management. Avec près de 19 000 tonnes de produits par an et 55 millions d'euros de chiffre d'affaires, le pari est plutôt osé. Julie Sicot est allée voir si cette libération fonctionne.
Avant d'être derrière ce bureau, Sabrina a été 17 ans sur une ligne de production à fabriquer des biscuits. Il y a 5 ans, elle a été choisie par un collectif de salariés pour mettre en place et gérer le magasin d'usine. Maintenant, elle fait fonctionner 110 mètres carrés de surface de vente et génère près de 200 000 € de bénéfices. C'est de la gestion, de la compta, de la vente, de l'approvisionnement, de l'événementiel pour promouvoir notre magasin. On nous demande de sortir de notre cadre habituel et on nous demande notre avis. Ça, c'est quelque chose qu'on ne nous demandait pas avant. Voilà, avant, c'était malheureusement les cadres qui décidaient. Maintenant, c'est nous qui sommes au sein de l'entreprise, c'est nous qui sommes décisionnaires de toutes ces machines, de tout ce fonctionnement. Une libéralisation en marche sur les 200 salariés de l'entreprise depuis près de 10 ans. Des changements sur la forme. Ici, plus de blouses bleues et blanches pour séparer les ouvriers et les cadres. Le directeur s'appelle animateur de site et a été élu. Mais aussi sur le fond. L'organisation est basée sur celle du collectif, mélangeant ouvriers et administratifs. Résultat, un taux de présence supérieur de 2 points, moins d'accidents du travail et des taux de production en hausse sur certaines lignes. L'idée, c'est de pouvoir faire monter en compétence les salariés et les collègues pour que derrière, ils puissent prendre les bonnes décisions. Il y a ce contact avec les salariés au quotidien qui est vraiment génial, quoi. Parce qu'on voit des gens s'épanouir, on découvre des gens, on découvre des talents. C'est pas tous les jours facile. Ça, je peux vous l'avouer, c'est pas toujours facile parce que vous libérez aussi la parole des gens. Un système qui bouscule les codes de l'entreprise, peut-être trop. Alors qu'il n'y avait jamais eu de syndicat dans cette biscuiterie, un délégué force ouvrière a été élu l'an dernier. Christelle, qu'est-ce que vous en pensez de ce nouveau modèle qui libère la parole des salariés ? Est-ce que c'est bénéfique pour le bien-être au travail ? Pas toujours, évidemment. On a l'impression que c'est à double tranchant quand même. C'est à double tranchant. Alors pour l'instant, c'est nouveau, ça arrive en France depuis 2009 à peu près. Donc il faut encore attendre de voir quels vont être les écueils de cette approche-là. L'entreprise libérée, oui, pourquoi pas développer l'autonomie des personnes. Est-ce que ça bouscule la place établie de chacun ? Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce que chacun avait son rôle jusqu'ici très précisément et que ce genre de nouveau management, c'est difficile pour s'y retrouver ? Il n'y a plus vraiment de management, justement. Ouais. Toutes les lignes de management sautent. Tout ce qu'on appelait les ch'tis chefs, les moyens chefs, tout ça, ça n'existe plus. Donc ces personnes-là, il faut déjà les recycler. Faut accepter pour qu'elles fassent le deuil de ce travail de manager qu'elles avaient, de cette position sociale qu'elles avaient. Et donc c'est pas forcément évident pour eux à accepter. Et puis tout le monde n'est pas apte non plus à être en totale autonomie dans sa pratique. Il n'y a rien de mieux qu'un salarié pour connaître son activité, forcément d'être libre en entreprise. Mais après, ça, c'est de l'autocontrôle, c'est de l'auto-organisation. Donc tout le monde n'est pas apte et n'a pas forcément, effectivement, envie de le faire, de se responsabiliser à ce point. Donc c'est pas forcément le modèle de demain, l'entreprise libérée, du coup. Pas sous cette forme. C'est à affiner. Après, je pense pas qu'il y aura d'entreprise à 100% libérée et d'entreprise à 100% taylorienne. Je pense qu'un savant mélange des deux, ce sera, oui, effectivement, très bénéfique. Dans les entreprises, aujourd'hui, quand on gère les mal-être, les dysfonctionnements, on tend vers l'entreprise libérée puisqu'on développe l'autonomie des personnes. C'est le cas, c'est ce que l'entreprise libérée prévaut. Mais au-delà, supprimer toutes les lignes de management, est-ce que c'est bon ? À voir avec le temps. Là, on n'a pas encore assez de recul pour analyser. Il n'y a pas encore assez de recul pour prendre position. Réellement. Alors, selon un sondage IFOP pour France Inter publié ce mercredi, 75% des Français se disent heureux au travail. C'est pas très bon pour votre job, ça, Christelle ? C'est trop demandé heureux au travail. Moi, je suis ravie d'apprendre que 75% des gens sont heureux d'aller au travail. J'ai pas vraiment les mêmes statistiques, parce que moi, j'étais basée sur 11% des personnes qui sont vraiment heureuses, contentes de se lever pour y aller. Et il y aurait plutôt 60% à aller travailler parce qu'il faut y aller. Bon, on est pas mal au boulot, mais c'est pas là qu'on va s'éclater le plus, qu'on va le plus s'épanouir. Et là, dans cette étude, ça révèle aussi que les plus de 50 ans voient majoritairement le travail comme une façon de trouver sa place dans la société et les moins de 35 ans le voient comme une contrainte pour gagner de l'argent. On assiste aussi à un gros changement de mentalité générationnelle aujourd'hui. La nouvelle génération, il va falloir s'adapter à elle, effectivement. D'où, éventuellement, l'intérêt de l'entreprise libérée pour eux. C'est plus adapté à la nouvelle génération. Sans doute, oui, certainement. À voir après sur le long terme, évidemment. Mais bon, les coachs n'interviennent pas que sur des mal-être. Ça peut être juste aussi pour mieux s'accomplir dans son métier et ou
anticiper pas le burn-out pour intervenir. Heureusement. Merci Christelle en tous les cas. On retrouve toutes les infos sur votre société Transform Active via notre site www.tbo.bzh. Et tout de suite, on passe à l'instant culture. Antoinette Roudot, vous êtes chargée de diffusion culturelle à la Cinémathèque de Bretagne. J'ai déjà envie de vous demander, est-ce que vous êtes heureuse dans votre travail? Question piège. En tout vous cas, êtes dans les très plus de 50 ans, intéressant. dans les moins de 35 ans. Allez, Joker. Vous nous dites rien, vous avez l'air plutôt heureuse dans votre travail. Vous venez nous parler d'une soirée cinéma au studio à Brest qui a lieu ce vendredi à 20h. C'est organisé par la Cinémathèque de Bretagne. Le film est tourné par Loïc Chantreau, qui était opérateur de la marine marchande entre 1953 et 1976. Passionné de vidéo, il a filmé pendant tous ses embarquements. Qu'est-ce que ces films nous apprennent aujourd'hui, en fait? Parce que c'était assez rare à cette époque, on ne filmait pas. Oui, alors il était radio de marine et en plus, il avait la passion de la caméra et des films documentaires. Donc il n'était pas vraiment opérateur, mais il filmait ses traversées principalement parce qu'il avait eu un déclic sur un bateau, justement. Quelqu'un avait filmé une cargaison de grains en expliquant ensuite, puisque souvent c'est des images muettes, en expliquant ensuite ce qu'on voyait à l'image, et il avait dit « ça m'intéresse, j'ai envie de faire pareil ». Et ensuite, il filmait quand il partait loin, notamment vers l'équateur pour les chargements de bananes, au début de sa carrière, et il pouvait montrer ces images à son retour, à son cercle de proches qui ne s'imaginaient pas ce qui traversait. Donc c'était pour le cercle familial, le cercle mais privé. avec toujours une volonté quand même didactique et de pouvoir montrer, expliquer ce qu'il faisait. Alors, on va regarder un petit extrait. Antoinette, je voudrais que vous nous resituiez un petit peu l'action de cet extrait. Ça se passe où? Alors, on va voir Bois exotique, un extrait. Ça se passe en Côte d'Ivoire en 1963. C'est ça. Ouais. Et donc, Loïc Chantreau trouvait intéressant de filmer comment on chargeait les billes de bois exotique et le travail que ça représente pour les crewmen qui ont un métier particulier. Particulier, oui, on regarde l'extrait. C'est le coup d'être coincé entre les deux billes. Et le seule idée, c'était de plonger au fond, et puis de s'évacuer, et de nager sous l'eau jusqu'au bout pour remonter sur la bille sur laquelle on venait de tomber. Oui, là aussi, le mouillé a du mal à se maintenir. Et voilà, on voit bien là comment un mouillé doit disposer les lingues qui, elle, va se resserrer. Hein. C'est comme un nœud coulant, en quelque sorte. Hein. Et ça va se resserrer pour coincer la bille et pouvoir la hisser à bord. Alors c'est vraiment étonnant, on le sent bien, un véritable témoignage du passé assez inédit. Pourquoi vous avez décidé de le diffuser au grand public? Loïc Chantreau avait envie aussi Oui, alors lui, il voulait faire un Thalassa Camarettois. D'ailleurs, je le salue s'il nous regarde. Et on est très content. En fait, il avait déjà commenté un film sur la construction du langoustier armorique qui avait été construit à Camaret. Et ça avait eu beaucoup de succès quand il l'avait commenté en direct, en fait, quand il le montrait. Et donc, il nous a déposé ses films suite à ça, parce qu'on lui a dit, mais écoute, c'est trop intéressant, dépose-le à la Cinémathèque, c'est une mémoire. Un trésor. Voilà. Et à partir de là, il regrettait que ces films soient muets. Et donc, on est allé l'enregistrer pour poser le commentaire sur les images. Et maintenant, il pourra nous expliquer à chaque fois qu'on va. Et d'ailleurs, ce vendredi, c'est lui qui va commenter la projection des films. Donc rendez-vous à 20h au studio à Brest pour un étonnant voyage dans le passé et puis autour du monde. Merci beaucoup, Antoinette. Merci, Pauline. Tout de suite, on termine avec le Focus Programme. Et ce jeudi à 18h15, retrouvez votre magazine musical Zik Session. Gwen Fleur y reçoit le groupe Thomas Howard Memorial. Et le mieux, c'est d'écouter un petit extrait de la chanson Alive, et c'est en live. Electrocuted by a high voltage line. My life will change in the day I am now, longer a child. I think about her every day. I'm alive. I saw a young boy
There was no way to revive him, he was really dead. My life would change since that day I am no longer a child. Voilà, l'instant T, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup, mesdames, d'être venues sur notre plateau. Nous, on se retrouve demain, même heure, pour une nouvelle émission. Et d'ici là, passez une excellente soirée sur TBO. Ciao.